Le plan de ma partie, tout d'abord, rapidement, qu'est-ce que les passions? Ensuite, quelles sont les causes, les origines, la position classique, puis la position moderne. Et après, plus intéressant, c'est que fait-on avec les passions? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les passions? Alors, la passion, c'est de l'ordre de la souffrance, et puis on subit. Passion s'oppose à action, comme pâtir s'oppose à agir. On dit « je pâtis de la situation ». Des exemples de passion, l'amour, la haine, la tristesse, la colère, la peur. La passion, c'est une émotion, c'est comme une émotion, sauf que l'émotion, elle est plus passagère. La passion, ça dure. Le sentiment, lui, il est durable comme une passion, mais il est beaucoup moins intense que la passion. En général, les passions, ça entrave certaines capacités à agir de manière raisonnée. Voilà, on est dans la pulsion. Une citation Racine, Phèdre dit « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais aller. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. » Donc le personnage de Phèdre est en proie à une lutte interne entre un moi passionné, sous l'emprise voilà, de phénomènes extérieurs, et une conscience raisonnante. Donc la passion, c'est une obsession vers l'objet de la passion. Par exemple, la passion amoureuse, on a une obsession envers une personne, on a un intérêt exclusif, un attachement très fort, excessif. C'est la fameuse cristallisation de Stendhal avec le travail de l'imagination. Je cite, « Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. » Voilà, donc j'en fais trop, quoi. Hein. Alors, les passions peuvent être jugées positives. Par exemple, une certaine noblesse, la passion de l'amour de la vérité, la passion de la justice. C'est un moteur de l'action. On verra Hegel qui dit « Rien de grand ne s'est accompli sans passion ». Elles peuvent être considérées comme la vie dans sa spontanéité. Elles peuvent être jugées négativement. Elles peuvent jouer un rôle perturbateur hein, dans sa vie. Elles peuvent isoler, comme un couple d'amants se replie sur lui-même. Elles peuvent rendre esclaves. Quelle est l'origine des passions? Tout d'abord, la position classique. Prends Platon, hein, 4e siècle avant notre ère. Pour lui, les passions sont opposées à la raison. Il voit que, pour lui, l'âme est constituée de 3 parties. Pour le décrire, il utilise un mythe. Hein. C'est le mythe de l'attelage, avec 2 chevaux et un cocher. En général, quand il est coincé, pour expliquer, il utilise un mythe. Pour lui, l'âme, elle est divisée en 3 parties. Il appelle le cheval, donc il y a 2 chevaux. Il y a un cheval blanc, c'est la volonté, le courage. Alors ça, c'est localisé dans le cœur. Après, il y a le cheval noir. Ce sont les passions, justement, et localisé dans le ventre. Et après, il y a le cocher, c'est la raison. Donc c'est la partie la plus noble. En politique, certaines formes d'État sont propices aux passions. C'est par exemple la tyrannie, et même la démocratie, où la raison est découragée. La raison ne joue pas son rôle comme dans les passions. En démocratie règne souvent la démagogie, et le philosophe est ridiculisé et condamné, hein, comme Socrate, hein, qui a été condamné à boire la ciguë. Ensuite, le stoïcisme, donc un peu plus tard, hein, un peu avant notre ère, un peu après notre ère. Donc pour eux, les passions, ce sont des jugements irrationnels qui entravent la sagesse et la tranquillité de l'âme, hein, qu'ils appellent ataraxie. Ataraxie, ça veut dire absence de troubles émotionnels. Dans les passions, l'opinion domine. Hein, l'opinion, c'est ce qu'on appelle la doxa. Les passions nous détournent de nos devoirs naturels. Hein, le stoïcisme est basé sur les devoirs, la volonté. Je cite un stoïcien, « La passion est un ébranlement de l'âme opposé à la droite raison et contre nature. »
Et le plus souvent, nous n'avons pas de pouvoir sur l'objet de notre passion. Il n'est pas sous notre contrôle. C'est ça qui pose problème. Les stoïciens font la grande distinction entre les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas. Épictète, un stoïcien, qui dit « Il y a ce qui dépend de nous, d'une part, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. » Ensuite, Descartes, un peu plus tard, au XVIIe siècle, pour lui, l'âme est sous l'emprise du corps. L'âme subit des changements causés par le corps lors de la passion. C'est la volonté qui est orientée par le corps. La personne est comme esclave de son corps. Et pour lui, les passions sont des maladies de l'âme. Je cite Descartes. « Être soumis aux émotions et aux passions est toujours une maladie de l'âme, puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison. » Un peu plus tard, Spinoza, pour lui, l'origine des passions, c'est ce qu'il va appeler les idées inadéquates. Son grand livre de Spinoza, L'éthique, le but c'est comprendre la logique des affects. Ce qu'il appelle affect, c'est émotion ou passion. Comprendre la logique des affects dans le but de se libérer pour vivre mieux. Spinoza est original parce que pour lui, il n'y a pas de dualisme, comme chez Descartes, la séparation entre l'âme et le corps, ou comme on a vu chez Platon, le corps et l'esprit, en fait, c'est la même chose. Ce sont deux aspects de la même réalité. Il se passe quelque chose et en fait, sur la chose qui se passe, on a une vue à partir du corps ou à partir de la pensée, à partir de l'esprit. Donc c'est comme deux faces d'une même médaille. Et sa formule, il dit, l'esprit est l'idée du corps. C'est-à-dire que l'esprit perçoit, il a des idées de ce qu'il se passe dans le corps et rien d'autre. Il refuse du coup la causalité entre l'âme et le corps, puisque comme l'âme et le corps reflètent la même chose, du coup, il ne peut pas y avoir d'influence l'une sur l'autre. Et il pose une égale dignité entre les deux. Il n'y a pas, comme chez Platon, qui lui, l'âme est quelque chose de supérieur. Pour Spinoza, l'âme et le corps sont au même niveau de dignité. Donc un affect, une émotion ou une passion, quand il y a un affect, il se produit en même temps une modification au niveau du corps, accompagnée de l'idée de cette modification dans l'esprit. Par exemple, il se passe un bruit très fort. Eh bien, en même temps, il y a une surprise dans l'âme, dans l'esprit, plus en même temps de l'adrénaline dans le corps. Mais c'est le même phénomène. Cette idée que l'on a d'une modification dans notre corps, cette idée, elle peut être vraie, c'est ce qu'il appelle idée adéquate, ou alors elle peut être fausse, idée inadéquate. Elle est vraie, cette idée, quand elle est fondée sur la seule raison, c'est pas la doxa, et elle est inadéquate lorsque cette idée de ce qui se passe dans notre corps, cette idée est partielle, ou illusion, ou imagination. Souvent, les affects sont des idées malheureusement inadéquates, comme les passions, car les affects sont souvent des productions à base d'imitation. Par exemple, la joie ou la tristesse d'autrui peut m'influencer. Le malheur d'autrui peut me rendre malheureux. René Girard, qui est un philosophe du XXe siècle, parlera du désir mimétique. C'est désirer le désir d'autrui. La jalousie précède le désir. C'est la fameuse phrase de Paul Morand. Elle était belle comme la femme d'un autre. La joie et la tristesse sont les deux affects les plus importants pour Spinoza. Alors, on éprouve de la joie lorsque on a une puissance qui est augmentée. Quand on a une énergie vitale qui est augmentée, on éprouve de la joie. Et inversement, quand notre énergie vitale est diminuée, on éprouve de la tristesse. Alors, il y a deux types de joie. Il y a des joies actives et des joies passives. Les joies actives sont des joies qui sont liées à des idées adéquates et les passives, comme dans les passions, qui sont liées à des idées inadéquates, comme souvent l'amour passionnel. Alors, il définit l'amour. L'amour est une joie, c'est-à-dire qu'elle augmente notre énergie vitale. Ça, c'est sûr. L'amour, c'est une joie. Mais elle est liée à l'idée d'une cause extérieure. Donc, c'est l'idée que l'on se fait. Et souvent, cette idée est fausse. Souvent, je me trompe. Pour Spinoza, le mal est dans l'amour, où nous sommes attachés à des objets d'amour que nous ne pouvons pas maîtriser, premièrement, et que l'on connaît mal. Et du coup, souvent, l'amour se transforme en haine. Pourquoi? Parce que on avait une idée de l'autre qui était fausse. Le couple ne se connaissait pas vraiment. Il avait des idées inadéquates l'un sur l'autre. Il appelle une action, une activité qui est associée
à des idées, une ou des idées adéquates, c'est-à-dire des activités qui dépendent principalement de nous. C'est un recentrage sur soi. Mais il y a une dimension tragique, c'est qu'en fait, il y a toujours une influence plus ou moins grande de l'extérieur, parce que on fait partie d'un tout qu'est la nature. Et la nature, il l'appelle Dieu. Donc ça, c'était une action, une activité associée à une idée adéquate. Et une passion, c'est une activité qui est associée à une idée inadéquate, c'est-à-dire une idée qui est tronquée, fausse, une illusion. La position des modernes sur l'origine des passions. Sigmund Freud, au début du XXe siècle, il va parler du rôle de l'inconscient. Pour lui, la cause de la passion est enracinée dans l'inconscient. Et l'inconscient, c'est inaccessible à la conscience. On peut y accéder à travers les lapsus, les actes manqués et les rêves, qui sont la voie royale pour lui. Ensuite, Sartre va parler de la mauvaise foi. Sartre, pour lui, tout homme est libre, radicalement libre, et même il est libre envers ses passions. Et les conduites qu'il appelle de mauvaise foi, c'est pour échapper à sa liberté. Pour échapper à sa liberté, on va invoquer des excuses, on va échapper à ses responsabilités, on va faire un déni de réalité, et souvent on va s'évader dans les passions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les passions? Que faire? La position classique, c'est de les combattre, parce que c'est plus ou moins une maladie. Les passions sont vues comme des maladies de l'âme. Les anciens, ils vont prôner une sagesse de vie. Pour Platon, le rôle crucial de l'éducation pour maîtriser ces passions. Parce que les passions, ce sont des désirs irrationnels qui entravent la recherche de la vérité. Donc si on essaye de connaître les vérités, comme les idées, on vivra moins dans les illusions. Et du coup, on sera moins dans la passion. Pour lui, l'amour ne doit pas être une passion du corps, mais l'amour, le vrai, doit être un dépassement, un tremplin, pour un dépassement des beautés physiques pour aller vers la beauté des âmes et des belles actions. Pour Socrate, la méchanceté, qui est une passion, elle est causée par l'ignorance. C'est-à-dire que le méchant, en fait, il se trompe de bien, comme le pervers. Socrate dira « nul n'est méchant volontairement ». Aristote, lui, va parler dans « les tragédies sont utiles car elles aident le spectateur à se libérer de ses passions par un effet de purgation ». Pour les stoïciens, il va falloir cultiver un état d'esprit stable et calme, d'où l'expression « être stoïque » face aux événements de la vie, en se concentrant sur la vertu et sur la raison. Il faut se concentrer sur les choses que je peux maîtriser, c'est la fameuse formule d'Épictète. Il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Se concentrer sur les choses qui sont plus en notre pouvoir. Marc Aurèle dira « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » C'est-à-dire que désirer les choses impossibles me fera fatalement souffrir. Également, ils vont parler d'être dans le moment présent. Descartes, alors pour lui, c'est la volonté toute puissante qui va permettre de combattre les passions, de les maîtriser. Je cite, « La volonté de l'homme est tellement libre qu'elle ne peut jamais être contrainte. » S'exercer pour maîtriser ses émotions, ses passions. Et puis Spinoza, alors lui, ça va être par la connaissance. Et tout cela pour atteindre au final la joie, qui est augmentation de sa puissance, augmentation de son énergie vitale. Spinoza pose la question, comment vivre libre et comment déployer son désir? Alors pour lui, la définition du désir, c'est l'effort pour persévérer dans son être. C'est-à-dire c'est l'effort pour être soi-même, pour s'épanouir. À la différence des anciens, comme Descartes, les affects ne sont pas des vices, ne sont pas des maladies de l'âme. Donc que faire avec les passions comme la haine et l'amour? Eh bien pour lui, Spinoza, il faut essayer de rechercher les causes. Et puis, il réhabilite le désir et la vie affective. Il est différent des sagesses ascétiques,
comme le stoïcisme, l'épicurisme, les sagesses orientales, qui essayent d'éteindre les désirs. Pour lui, le désir, c'est ce qui fait la valeur des choses. À la volonté, comme chez Descartes, Spinoza oppose la connaissance pour lutter contre les passions. Je cite, donc à propos des affects, comme les passions, ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre. Comprendre au lieu de juger, avoir une attitude moralisatrice, par exemple, envers les affects, les passions. Pour lui, il faut agir selon son désir, c'est-à-dire déployer son être, s'épanouir, et ensuite on sera libre, on sera autonome, on sera moins soumis aux passions, et tout ça va provoquer en nous de la joie, c'est-à-dire l'augmentation de notre énergie vitale. Je cite Spinoza, « J'appelle libre cette chose qui agit par la seule nécessité de sa nature, c'est-à-dire de son désir. » Donc Spinoza est révolutionnaire car il fait intervenir la raison, comme les anciens, mais avec les émotions. Donc faire des choses raisonnables qui nous mettent dans la joie. Ce qui résume son éthique, c'est bien agir et être dans la joie. Bien agir, c'est-à-dire agir de façon adéquate, c'est agir avec des idées raisonnables, pas avec de l'illusion, des idées tronquées, et alors on sera dans la joie, c'est-à-dire on aura une augmentation de sa puissance d'agir. Pour terminer, la position des modernes. Alors, à la différence des anciens, qui eux veulent guérir des passions, parce que pour eux ce sont comme des maladies, les modernes, eux, vont accueillir les passions. Ils ne vont pas les rejeter nécessairement. Et les passions, pour eux, peuvent être l'occasion d'accomplissement de son être, qui peut permettre un dépassement de l'homme. Alors, ça a commencé avec Jean-Jacques Rousseau, où il reconnaît les passions. Donc Jean-Jacques Rousseau, il commence un peu, il est un peu au niveau du romantisme, qui débute en opposition aux Lumières, qui eux sont rationalistes, c'est la raison au maximum. Et donc les romantiques, à la raison, privilégient plutôt ce qu'on appelle le cœur, c'est-à-dire les sentiments, la sincérité, l'action immédiate, l'authenticité. Alors, il faut différencier les passions sincères des passions artificielles, comme bien paraître en société, le conformisme, tout ça. Bon, tout ça, c'est une mauvaise passion. Un peu plus tard, Hegel. Alors, donc, c'est le 19e siècle, Hegel, et c'est le romantisme. C'est un héritage rousseauiste. Donc le romantisme fait de la passion un levier pour la connaissance de soi. Alors être passionné, c'est aller dans le sens de ce que l'on est vraiment. Donc ça rejoint Spinoza. Et c'est transformer le réel selon ce qui nous affecte profondément. Donc la passion élargit le champ des possibles. C'est un stimulant de l'existence. Donc la passion, c'est une tendance très puissante. Hegel dira « Rien de grand ne s'est accompli sans passion ». Notre citation, « C'est un penchant presque animal qui pousse l'homme à concentrer son énergie sur un seul objet ». Søren Kierkegaard, c'est un Danois. Alors, il a dit « On a plus perdu quand on a perdu sa passion que quand on s'est perdu dans sa passion ». Pour lui, la passion... c'est essentiel. Et c'est à travers l'expérience de la passion que l'on se sent pleinement exister. Je cite, « Exister, si l'on entend par là un simulacre d'existence, ne se peut faire sans passion. » Pour terminer, alors, Sigmund Freud, alors pour lui, la conscience ne peut pas maîtriser une passion. La passion échappe à la conscience, comme échappent les rêves, les symptômes névrotiques. La cure psychanalytique peut aider à une reprise
à analyser ce qui se passe. L'idée d'une maîtrise de la passion, pour lui, est discutable. Plutôt que de la canaliser, est-ce qu'il vaut mieux pas la sublimer, hein, par exemple, comme l'œuvre des artistes. Et puis, pour terminer, alors, Jean-Paul Sartre, l'homme est donc par nature complètement libre, et s'il le veut, il peut se dépasser des assujettissements des passions, mais cela présuppose une conscience claire, mais en fait, bon, comme le dit Freud, est-ce qu'il n'y a pas un inconscient qui nous conditionne ?